Et voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, donc le 18e webinaire de l'association Aftermath. Et aujourd'hui, c'est Christine Guénaud qui est expert fellow et directrice de recherche au CEA. Qui travaille dans le laboratoire de thermodynamique et de thermochimie, donc au CEA Saclay. Alors, excusez-moi, il y a du monde qui sonne à la porte. C'est bon. Voilà. Et donc, elle va nous parler de la thermodynamique des combustibles pour les réacteurs nucléaires. Je voulais faire peut-être une annonce avant de commencer sur le prochain webinaire. Donc, ça sera le 15 mai avec Annie Anthony. Et puis, aussi une annonce sur les journées annuelles qui auront lieu le 28 novembre, donc à Paris-Sorbonne. Voilà. Donc, concernant le webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions dans le chat ou alors directement à la suite de l'exposé de Christine, qui va mettre à peu près 40-45 minutes plutôt d'exposé. Et puis après, on aura 15 minutes pour discuter de cette présentation. Voilà. Je te donne la... Alors, il faut couper vos... Par contre, couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est bon. À toi, Christine. Ok, bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de faire ce séminaire. Donc, je vais vous parler de la thermodynamique des combustibles pour les réacteurs nucléaires. Donc, je suis à l'Université Paris-Saclay, au CEA, au service de recherche en corrosion et comportement des matériaux. Alors, les matériaux du nucléaire, donc à gauche, plutôt ce qu'il y a dans les réacteurs de génération 3. Donc, j'ai mis LWR, ça veut dire Light Water Reactor. Ce sont les matériaux qu'on a, nous, dans nos réacteurs à eau pressurisée. Et puis, à droite, les réacteurs de génération 4. Donc, à gauche, on a le combustible, c'est le dioxyde d'uranium, UO2. Donc, ce sont des pastilles qui sont empilées dans des gaines en alliage de zircaloy. Et puis, à l'extérieur, donc, il y a une enceinte en acier. Et puis, donc, c'est refroidi par de l'eau sous pression. À droite, donc, génération 4, donc au CEA, on a beaucoup travaillé, on continue à travailler sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, hein, donc le SFR. Cette fois-ci, le combustible, c'est du MOX, donc c'est un oxyde mixte d'uranium et de plutonium. La gaine est en acier et donc c'est refroidi par du sodium liquide. Donc, j'ai indiqué les niveaux de température, hein. Donc, à gauche, pour génération 3, on est à peu près à 1000 degrés Celsius au centre, hein, et vous voyez qu'on a un gradient thermique qui est quand même très important entre le centre de la pastille et la gaine. Et puis, dans les réacteurs refroidis au sodium, là, on monte encore à beaucoup plus haute température, à 2000 degrés Celsius au centre. Et au niveau de la gaine, on est à peu près à 600 degrés Celsius. Donc, vraiment des très hautes températures. Donc, on a affaire à des matériaux. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle des combustibles de type oxyde. On a en général un gainage métallique et une cuve en acier. Et on a besoin de prédire le comportement d'une aiguille de combustible en conditions normales. Donc, on fait ça avec des codes qu'on appelle les codes de performance combustible, qui sont donc développés et utilisés à Cadarache. Et en cas d'accident grave, donc là, on utilise des codes qu'on appelle les codes accident grave, où on va prédire la dégradation des matériaux comme ce qui est indiqué sur le schéma là que je vous ai indiqué. Vous voyez qu'il y a du liquide qui apparaît. Alors, les conditions de fonctionnement. Donc, j'ai mis une petite photo des pastilles de combustible. Donc, en fait, dans les deux cas, bon, bien sûr, pour les réacteurs au sodium, on a toujours de la haute température, mais pour les réacteurs au sodium, c'est encore plus de la haute température que pour les réacteurs à eau pressurisée. Et donc, particulièrement donc, pour les réacteurs rapides, on a des températures très élevées, donc on a des phénomènes de vaporisation-condensation. On a un fort gradient thermique donc, entre le centre de la pastille et la périphérie, qui donne lieu à des phénomènes de transport de masse, hein. Donc, on a des gradients de concentration des espèces, hein, qui migrent le long du rayon de la pastille. On a des radiations, donc on a des défauts qui se forment, des défauts ponctuels, aussi des dislocations. On a des phénomènes de gonflement avec des apparitions de bulles de gaz rares.
Donc, on a beaucoup de sollicitations, j'y reviendrai. Des différences d'expansion thermique entre les matériaux qui génèrent des contraintes thermomécaniques. Donc, vous voyez que sur les photos, il y a des fissures. Et donc, une restructuration de la microstructure avec le temps due à tous ces phénomènes qui sont couplés. Donc, il y a quand même des conditions assez sévères de fonctionnement, mais on peut dire que ça marche quand même, malgré toutes ces conditions sévères. Alors, les conditions de fonctionnement, donc il y a les réactions nucléaires qui se produisent dans le combustible, avec les neutrons, donc ils vont rencontrer les atomes fissiles, donc sur ce schéma d'uranium-235 par exemple. Et donc, ces réactions nucléaires vont générer la formation de ce qu'on appelle des produits de fission, donc par ces réactions. Et donc, on va former finalement de nombreux nouveaux éléments chimiques qui n'existaient pas au départ dans le combustible, qu'on appelle produits de fission. Et donc, sur la figure du centre, vous avez les rendements de fission en fonction du numéro atomique, donc pour des neutrons thermiques, donc dans un réacteur à eau pressurisée. Et vous voyez qu'on forme énormément d'atomes différents. Et donc, dans le tableau, il y a un exemple ici d'un combustible UO2, donc, qui a été irradié donc, après 3 ans de fonctionnement. Vous avez les concentrations des produits de fission. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits de fission. Et par exemple, j'ai entouré en rouge des produits de fission qu'on voit très bien dans le combustible, donc, qui sont à base de molybdène, technétium, ruthénium, rhodium, palladium, qui forment des précipités métalliques qu'on voit très bien sur la micrographie. Ici, à droite, ce sont les précipités blancs. Voilà, donc on a quelques pourcents atomiques de produits de fission qui s'accumulent dans le combustible. Donc la composition chimique du combustible, elle évolue en fonction du temps, avec une teneur en produits de fission qui va augmenter avec le temps dans le combustible, dans son fonctionnement. Et comme sa composition chimique va évoluer, on va avoir aussi une évolution de ses propriétés thermodynamiques et thermophysiques. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement comme propriétés, qui sont très importantes, c'est la capacité thermique, la conductivité thermique, la température de fusion, qui sont des propriétés très importantes pour le fonctionnement et la sûreté du réacteur. Donc, on a besoin d'un modèle pour prédire ces données d'entrée qui sont prises en compte donc, dans les codes de performance combustible pour simuler le comportement des aiguilles de combustible. Alors, qu'est-ce que c'est que le combustible? Donc ici, le dioxyde d'uranium, UO2, donc il y a la structure cristalline à gauche. Donc c'est un matériau céramique donc, qui a une température de fusion très élevée, donc 3120 Kelvin, donc, ce qui est évidemment intéressant dans un réacteur nucléaire. On voit qu'on a un sous-réseau cubique face centrée du métal, donc ici de l'uranium, c'est les boules bleues, hein. Et puis en rouge, on a le sous-réseau cubique pour l'oxygène. Donc c'est un composé ionique qui est semi-conducteur et qui présente un large domaine de composition en oxygène, donc qui peut être sous-stoichiométrique et sur-stoichiométrique en oxygène. Le cristal parfait, ça va être de l'uranium 4+, hein. Et en fait, donc, sa stoichiométrie en oxygène, elle varie beaucoup entre 1,67 et 2,25. Et comment c'est possible? C'est possible parce qu'il y a une accommodation par des défauts ponctuels, donc des défauts de type électronique. Donc, en noir, c'est la notation de Kruger-Vink pour les gens qui connaissent, hein. Des défauts ponctuels, donc des électrons, des trous. On peut aussi appeler uranium 5+, uranium 3+, des interstitiels d'oxygène, des lacunes d'oxygène, donc que j'ai indiquées sur le schéma du cristal, et aussi des interstitiels d'uranium et des lacunes d'uranium. Donc, ce sont des défauts ponctuels, ce qui fait que dans le combustible, en fait, l'uranium présente plusieurs degrés d'oxydation, 3+, 4+, 5+, des défauts d'oxygène, donc principalement des lacunes et des interstitiels d'oxygène, hein, que je vais noter VO et IO. Et donc, quand on s'éloigne de la stoichiométrie parfaite 2, donc quand X augmente et quand la température augmente, le désordre, donc ces concentrations de défauts vont augmenter, et donc le désordre va augmenter. Alors, on a aussi des défauts qu'on appelle des clusters d'oxygène. En fait, quand on est dans UO2 plus X, donc du côté surstoichiométrique en oxygène,
quand on s'écarte pas mal de la stoichiométrie idéale 2, eh bien, les interstitiels d'oxygène vont interagir entre eux pour former ce qu'on appelle des clusters. Et en fait, des clusters, ben, c'est très complexe parce qu'il peut y en avoir, il peut y avoir différents types de clusters qui sont indiqués sur ces schémas. Et ici, qui ont été étudiés par des collègues au CEA par DFT, par des calculs ab initio. Avec cette méthode, on peut calculer l'énergie de formation de ces clusters d'oxygène. Donc, on a des défauts très complexes finalement dans le combustible. Alors, donc, on utilise beaucoup la modélisation thermodynamique avec la méthode Calfan hein, pour prédire les propriétés thermodynamiques et les diagrammes de phase relatifs au combustible. Donc, juste pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, donc l'énergie de Gibbs, bien sûr, c'est l'enthalpie moins T fois l'entropie. Et en fait, lorsqu'on connaît l'énergie de Gibbs, ben, l'avantage, c'est qu'on peut déterminer toutes les propriétés qui en découlent, c'est-à-dire l'enthalpie, l'entropie, comme je l'ai dit, mais également le potentiel chimique et la capacité thermique en dérivant le G. Et à température, pression et nombre de moles de constituants, l'équilibre du système correspond au minimum de l'énergie de Gibbs. Hein. Et donc, si on arrive à tracer l'énergie de Gibbs, hein, par exemple, pour deux arrangements d'atomes A et B, ce sera ici la configuration A qui sera la plus stable, donc qui correspondra à l'équilibre du système. Donc, l'objectif de la méthode CALFAT, c'est de développer des modèles mathématiques pour décrire les enthalpies libres des phases en fonction de la température, de la composition chimique et de la pression. Et une fois qu'on a ce modèle, l'équilibre est calculé par minimisation de l'énergie de Gibbs du système. Et donc, au laboratoire, on utilise principalement les codes de calcul qui sont Thermocalc et OpenCalFat, qui est open source. Alors, donc l'avantage de la méthode CalFat, c'est que ça permet de coupler énergie de Gibbs et diagramme de phase. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le diagramme T4 et puis le diagramme de phase à côté, si on arrive à modéliser, décrire les courbes d'enthalpie libre ici, par la construction de la tangente commune, ici, on peut déterminer deux points du diagramme de phase, ici, entre alpha, alpha plus bêta et bêta. Donc, les deux points du diagramme de phase qui sont ici, à la température T4. Donc, si on a des modèles à toute température pour le G, ben, donc on peut recalculer un diagramme de phase. Donc, ça revient à minimiser toujours l'enthalpie libre. Donc, ces fonctions d'énergie de Gibbs des phases, elles sont ajustées par une méthode au moindre carré pour reproduire les données expérimentales qu'on peut trouver, soit des données thermodynamiques, soit des diagrammes de phase, et aussi des données qui peuvent se calculer par des calculs ab initio, donc par DFT. Donc, en fait, on va fitter l'ensemble de ces données. Voilà, et d'ailleurs, j'en profite pour faire la pub pour une school qui s'appelle la SATA School, dans laquelle on apprend à faire de la modélisation thermodynamique, à construire des modèles comme ce qui est indiqué ici. Alors, donc là maintenant, je vais passer au diagramme de phase. Donc, le plus important, le diagramme de phase uranium-oxygène. Donc, à gauche, vous avez le diagramme de phase calculé, hein, puisque j'ai développé un modèle pour ce système. Donc, avec l'uranium à gauche, l'oxygène à droite. La partie qui nous intéresse, où j'ai fait un zoom à droite, donc la ligne pointillée correspond à l'UO2 stoichiométrique. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a ce large domaine de non-stoichiométrie dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc, au-dessus de 1600 Kelvin, à gauche, on est sous stoichiométrique. Et on est sur stoichiométrique à droite, à plus basse température, hein, vers 600 Kelvin. On a un large domaine aussi de surstoichiométrie. Et une particularité aussi, donc on voit la température de fusion congruente ici, qui est très élevée, hein, de l'UO2. Cette température, en fait, elle diminue quand on s'écarte de la stoichiométrie. On a la température de solidus liquidus qui diminue avec l'écart. Donc ça, c'est important pour la safety. Hein. Et puis, il y a une particularité dans ce système, c'est qu'il y a ce grand domaine là, en haut à gauche. C'est une lacune de miscibilité à l'état liquide qu'on a étudiée, nous, expérimentalement au laboratoire. Quand on est dans ce domaine-là, en fait, on a un équilibre entre deux phases liquides.
qui sont indiquées sur la micrographie. Donc, en gris, ce sont des gouttelettes qui ont été trempées, hein, du liquide oxyde qui a la composition indiquée sur la conode. Et à gauche, c'est la matrice, c'est le liquide métallique. Voilà. Donc, on a une lacune de miscibilité à l'état liquide et ça va être important pour tout ce qui est accident grave. Les données thermodynamiques, donc pour modéliser les propriétés thermodynamiques de l'UO2 non stoichiométrique, donc j'utilise un modèle à 3 sous-réseaux, avec un sous-réseau qui correspond au site de l'uranium. C'est un modèle ionique, donc il y a de l'uranium 3+, 4+, 5+. Le deuxième sous-réseau, c'est le sous-réseau normal pour l'oxygène, hein, qui correspond ici aux atomes en rouge. VA, ce sont les lacunes, donc les lacunes d'oxygène. Et le troisième sous-réseau, ça correspond aux interstitiels d'oxygène. Quand il n'y a que des lacunes, c'est un site qui est vide. Donc, on a plus ou moins d'oxygène sur ce réseau interstitiel. Donc, j'ai remis le diagramme de phase. Et au centre, donc, j'ai calculé et comparé donc, les pressions partielles d'oxygène en fonction de la stoichiométrie, qui ont été donc calculées pour différentes températures qui sont indiquées à droite. Donc ça, c'est une propriété intrinsèque de l'UO2 qui est très importante à bien modéliser avec une comparaison donc avec des données expérimentales. Donc, on voit qu'on arrive à très bien représenter ces propriétés thermodynamiques qui sont bien connues sur l'UO2. Et à droite, ce qui est intéressant, c'est que ces propriétés thermodynamiques, donc l'évolution de la pression partielle d'oxygène, elle est directement reliée à l'évolution de la concentration des défauts. Donc, au centre, c'est l'UO2 stoichiométrique. Quand on va vers la surstoichiométrie, en fait, on a des interstitiels d'oxygène en violet, avec une concentration qui augmente. Et en parallèle, on a de l'U5+, en vert, qui va augmenter. Donc ça, c'est du côté surstoichiométrique. Et du côté sous-stoichiométrique, hein, quand on s'écarte de la stoichiométrie, on va avoir des lacunes d'oxygène, donc c'est ce qui correspond en bleu, là, au YVA. Et puis, en parallèle, on a de l'U3+, aussi, qui va se former. Donc, cette évolution des espèces, hein, est directement reliée à l'évolution de la pression partielle d'oxygène. Ce qui fait qu'on peut décrire, hein, finalement, la chimie de ces défauts ponctuels dans tout le domaine de composition et de température et le relier directement à l'évolution du potentiel d'oxygène. Et en fait, c'est très important parce que le combustible, en réalité, il n'est jamais stoichiométrique. Il n'est jamais parfaitement stoichiométrique. Selon l'environnement, donc selon la nature du matériau de gainage, qui est souvent métallique, ou l'atmosphère, qui peut être réductrice ou oxydante, eh bien, sa stoichiométrie en oxygène va bouger. Donc, c'est très important d'avoir un modèle qui décrive bien cette relation entre potentiel chimique de l'oxygène, écart à la stoichiométrie et concentration en défaut ponctuel. Alors maintenant, donc à gauche, j'ai remis les diagrammes de phase uranium-oxygène et au centre, j'ai mis le plutonium-oxygène, donc pour parler du combustible MOX. Donc il y a moins de données expérimentales, forcément, hein, avec le plutonium, c'est plus compliqué au niveau expérimental, mais on voit qu'on a aussi une lacune de miscibilité à l'état liquide en haut, mais qui est mal connue. Et en bas, donc il y a un zoom sur la partie oxyde qui nous intéresse. Et ce qu'on voit, c'est que dans le cadre du plutonium, en fait, on a d'autres oxydes. On a le PuO2O3, le sesqui oxyde. On a des oxydes intermédiaires, PuO 1,52, PuO 1,61. Et puis ici, on a PuO2. Et on voit qu'on n'a pas de PuO2 plus X. C'est-à-dire que le plutonium n'existe pas à l'état 5+. On s'arrête à la valence 4+. Donc, les états de valence dans PuO2-X, c'est 3+, et 4+. Et on a un large domaine, donc cette fois-ci, de sous-stoichiométrique de PuO2. Il n'y a pas de surstoichiométrie. Donc, c'est une différence importante par rapport au dioxyde d'uranium. On a quand même un large domaine de sous-stoichiométrie. Et on a un petit domaine ici. Ça, c'est une particularité de système. C'est une lacune de miscibilité où, en fait, dans ce petit domaine, on a deux phases PuO2-X avec la même structure fluorine qui sont à l'équilibre avec deux concentrations en oxygène différentes. Donc, c'est une spécificité de ce système
On verra que cette lacune, elle existe aussi dans le MOX, donc c'est important d'en parler. Il y a eu pendant longtemps des fortes incertitudes sur la température de fusion du PiO2, donc ça, c'est important aussi. Dans les années 60, avec les méthodes classiques d'analyse thermique, on était à 2700 K ici. Et puis, plus récemment, il y a des collègues à JRC Karlsruhe qui ont utilisé le chauffage laser. Et là, ils ont trouvé des températures à 3050 Kelvin. Donc, il y a quand même 300 degrés plus de 300 degrés de différence, donc c'est très important. Et en fait, en étudiant tout ça, la bibliographie et tout, on s'est rendu compte que la température dans les années 60 était sous-estimée à cause d'une interaction avec un creuset, c'était souvent du tungstène, alors que avec les méthodes par chauffage par laser, on n'a pas ce problème. Donc justement, si on revient sur ces mesures, donc il y a eu des mesures de point de fusion de PiO2 donc à JRC Karlsruhe. Donc à gauche, il y a le setup. Donc en fait, avec un laser UV visible, on va taper sur une pastille de PiO2. Vous avez une photo ici. Donc on est en auto-creuset, donc on n'a pas besoin d'utiliser un creuset métallique, hein. Et avec un pyromètre, donc on va mesurer la température de l'échantillon en fonction du temps. Donc c'est des manips qui sont très courtes en temps, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. Et donc, sur ce graphe, on a le thermogramme mesuré par chauffage laser, hein, où on est au-dessus de 3000 K, et qui a été mesuré plusieurs fois. Donc, on voit que c'est bien reproductible, comparé aux données de cathode. Donc, ça, c'est des collègues japonais qui ont utilisé des méthodes classiques d'analyse thermique en creuset rhénium. Et puis, dans les années 60, Lyon, qui a utilisé un creuset tungstène dans les années 60. Et donc, on voit que avec l'uranium, il y avait un petit peu moins d'interaction, mais il y avait encore une interaction avec le PiO2. Et donc, vraiment, le chauffage laser a permis de corriger et de mesurer correctement le point de fusion du PiO2. Donc, ça montre qu'on a besoin de bancs expérimentaux spécifiques. Et donc, à JRC, donc, ils ont remesuré les températures de fusion de tous les oxydes d'actinide par chauffage laser. Et ce qui est intéressant sur la figure en bas à droite, c'est qu'il montre que, en comparant les old data, donc celles qui étaient mesurées dans les années 60 par des méthodes classiques, avec les nouvelles données, ce sont les points en noir, sur toute la série des actinides, donc en partant de THO2 jusqu'à PiO2. Donc, il faut savoir que de THO2 jusqu'à PiO2, le potentiel d'oxygène augmente. Et donc, on voit que l'écart entre les vieilles mesures et les nouvelles mesures augmente avec le potentiel d'oxygène. C'est-à-dire que pour le THO2 et le UO2, on a un bon accord entre ce qui a été mesuré par chauffage laser et par les méthodes classiques. Bon, c'est parce que pour ces oxydes, le potentiel d'oxygène est assez bas et donc il y a peu de réactions avec le creuset. Alors que quand on dépasse UO2, donc dans le cas du neptunium ou du plutonium, le potentiel d'oxygène de l'oxyde est suffisamment élevé pour que les oxydes perdent de l'oxygène et donc on a la réaction avec le creuset. Donc on a réussi à expliquer finalement cette tendance par la thermodynamique. Alors, pour le modèle sur le système uranium-plutonium-oxygène, donc c'est le modèle pour le MOX, donc là aussi on a une relation entre défaut ponctuel et pression partielle d'oxygène. Donc en haut à gauche, vous avez le diagramme de phase avec un zoom calculé à 1500 K. On voit que le domaine jaune, donc c'est le domaine d'extension de la solution solide entre UO2 plus ou moins X et PU2 moins X. Donc on a une solution solide continue. Et ce qu'on voit en haut à droite, c'est que c'est une comparaison des potentiels d'oxygène, justement, des différents oxydes à la même température. On voit que UO2-X, c'est la courbe en bleu, a un potentiel d'oxygène plus bas que le PiO2-X qui est en orange, ici, hein. Donc, quand on va rajouter du plutonium dans l'UO2, on va augmenter le potentiel d'oxygène du MOX. Et on a une relation, donc au centre, on a l'évolution du potentiel d'oxygène à une température dans un MOX à 20% de plutonium en fonction de la stoichiométrie. On voit qu'il y a plusieurs vagues de potentiel, avec toujours des courbes en S. Et quand on est à 2, quand on va du côté sur stoichiométrique, en fait, on a des défauts qui apparaissent. Donc, c'est les interstitiels d'oxygène et de l'uranium 5+, comme dans l'UO2. Et par contre, quand on réduit, quand on passe en dessous de 2, le plutonium 4+ se réduit en plutonium 3+, et il y a formation de lacunes d'oxygène. Et une fois que le plutonium est complètement réduit, c'est l'uranium 4+, qui va se réduire à son tour en uranium 3+, qui
ça correspond à la deuxième vague de potentiel d'oxygène. Donc, en fait, on a un large domaine de composition. On a un modèle en sous-réseau qui est indiqué là, avec les cations d'uranium et de plutonium. Et on a un mécanisme de compensation de charge de l'uranium et du plutonium en fonction de la stoichiométrie en oxygène. Hein. Donc, quand on est sous-stoichiométrique, on a l'apparition de plutonium 3+ et de lacunes d'oxygène, si on résume. Et quand on est surstoichiométrique en oxygène, on a des interstitiels d'oxygène et la formation du 5+. Donc là encore, on a un modèle qui permet de bien relier la chimie des défauts ponctuels avec la pression partielle d'oxygène. Donc si on regarde le diagramme de phase uranium, plutonium, oxygène à basse température, il y a une spécificité. Donc là, on est vraiment à très basse température. Au centre, avec un zoom dans la zone qui nous intéresse. Ici, on a l'UO2 à gauche. On a le PuO2, ici, là où est ma souris. Et là, on a le PU2O3. Et dans ce triangle-là, en fait, on a une zone, ici, qui est biphasée. Et dans cette zone, en fait, on a une lacune de miscibilité à l'état solide. C'est-à-dire que si on se trouve à cette température-là et cette composition-là, on va avoir un équilibre entre deux phases MOX avec deux teneurs en oxygène différentes. Donc, c'est une lacune de miscibilité à l'état solide avec deux phases qui ont la même structure cristalline de type fluorine. Et cette lacune de miscibilité, elle a été étudiée par plusieurs auteurs expérimentalement. Donc, ça vient de la lacune de miscibilité qu'il y a dans le système plutonium-oxygène, hein, qui est en pointillé. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en pointillé, il y a un petit domaine qui est la lacune de miscibilité dans le diagramme plutonium-oxygène. Et quand on va rajouter de l'uranium, on va toujours avoir cette lacune de miscibilité, mais plus on augmente la teneur en uranium, plus l'étendue de la lacune de miscibilité va être petite, en fait. Donc c'est normal puisque son origine, c'est dans le système plutonium-oxygène, donc elle s'étend dans le ternaire, mais elle est de plus en plus petite quand on augmente la teneur en uranium. Donc, c'est une région biphasée, donc où on a deux phases fluorines avec des stoichiométries en oxygène différentes. Et l'origine de l'existence de cette lacune, elle n'est pas encore bien établie. C'est encore quelque chose qu'il faudrait expliquer et continuer à étudier. Alors, ça a été étudié au CEA expérimentalement à travers différentes thèses, notamment par DRX à haute température. Donc, ce qu'on voit très bien en haut à gauche, ça, c'est des MOX avec 54 et 62% de plutonium. Au refroidissement, on voit que quand on part de la haute température, il y a une seule raie. Et puis, on voit qu'à partir de cette température-là, on a une démiction, c'est-à-dire qu'on a formation d'une deuxième phase FCC, si vous voyez ma souris. Donc, à basse température, on a bien formation de deux phases FCC, donc deux phases fluorine. Donc, ça a été étudié par DRX. Et aussi, il y a eu des traitements thermiques qui ont été faits dans des conditions réductrices pour regarder la microstructure. Et ce qu'on voit, c'est que la microstructure, en fait, dans ce type d'échantillon, est vraiment pas belle. Il y a plein de fissures. On voit qu'il y a beaucoup de porosité, etc. Et on voit bien qu'il y a une attaque chimique et il y a deux phases différentes, donc qui correspondent à ces deux phases. Donc, on a une région biphasée. Et donc, au refroidissement, on voit que la démiction, en fait, ça conduit à la fissuration de l'échantillon. Donc, ça veut dire que si on veut synthétiser des combustibles MOX à haute teneur en plutonium, hein, il faut faire attention à ne pas avoir ce type de microstructure et donc à bien contrôler le traitement thermique et les conditions de refroidissement pour ne pas avoir ce type de microstructure qui, évidemment, n'est pas conforme pour un combustible. Et donc, on a comparé finalement toutes les données expérimentales qui ont été mesurées à travers ces thèses. Donc là, c'était les thèses de Thibaut Truffemus et Michel Strache, qui sont en très bon accord avec le modèle Calfan. Maintenant, on a aussi étudié tout ce qui est fusion, puisque pour les conditions de sûreté, évidemment, c'est très important de déterminer la marge à la fusion, c'est-à-dire à partir de quelle température on va former du liquide en cas d'accident. Donc, à gauche, j'ai remis les diagrammes de phase pour UO2 et PuO2 qui montrent que la fusion en fait, de ces oxydes, elle est quasiment congruente. On a, pour UO2, la fusion, elle est à 1,98 et pour PuO2, elle est à 1,95. On est un petit peu décalé.
On voit que le PiO2, en fait, quand on monte la température, il commence à perdre de l'oxygène à haute température. Donc, c'est normal qu'on ait un point de fusion qui soit un petit peu décalé. Et il y a eu des mesures de température de solidus liquidus, donc en Allemagne, à JRC, par chauffage laser, par des collègues aussi japonais. Donc, il y a les points expérimentaux sur la figure en haut, entre l'UO2 congruent et le PiO2 congruent. Et puis récemment aussi dans la thèse de Marie-Margot Desaguliers, donc c'est les points jaunes et violets. Donc, on voit qu'on a un bon accord avec le diagramme calculé, dont le modèle a été amélioré dans le cadre de la thèse de Pauline Fouquier-Métivier. Et ce qu'on voit, c'est en bas à droite, c'est que si on regarde comment la température de solidus liquidus évolue pour une teneur en plutonium donnée, donc par exemple à droite pour 20% de plutonium en fonction de la stoichiométrie, on voit que le maximum de la fusion, donc la congruence de la fusion, bah, elle n'est pas à 2, elle n'est pas proche de 2, en fait, elle est décalée vers 1,9. Donc, elle est décalée vers la sous-stoichiométrie dans le MOX. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de comprendre et qui est important à bien comprendre pour des questions de sûreté. Donc, pour comprendre ça, en fait, avec Pauline, on a regardé on a essayé de faire la relation avec la stabilité du MOX, parce que souvent on dit que si on regarde un système binaire, le système qui a la température de fusion la plus élevée, c'est le composé qui est le plus stable. Donc, on a utilisé le code TC Python pour calculer une cartographie finalement du G du MOX, ici, de l'enthalpie et de l'entropie à haute température en dessous du point de fusion. Et ce qu'on voit, c'est que le minimum du G, ben, il n'est pas à la stoichiométrie 2, parce que les pointillés, c'est ce qui correspond à la stoichiométrie 2, mais on a bien une sous-stoichiométrie en oxygène. Et en fait, si on regarde, ben, ça correspond assez bien au 1,9 qu'on avait calculé avant. On a cherché à voir si ça venait plutôt de la contribution enthalpique ou anthropique. Et en fait, quand on regarde la cartographie ici de l'enthalpie, on voit que le minimum de l'enthalpie pour la solution solide, on le trouve pour la stoichiométrie 2. En fait, dès qu'on s'écarte de la stoichiométrie 2, l'enthalpie augmente. Donc, ça ne peut pas s'expliquer par l'enthalpie. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que l'entropie, en fait, quand on passe de 2 à 2 moins x, quand on s'écarte de 2, eh bien, on va créer des défauts, donc des lacunes d'oxygène et des plutonium 3+, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a une entropie de configuration liée à ce désordre qui va augmenter quand on s'écarte de la sous-stoichiométrie, de la stoichiométrie 2. Et donc, c'est cette combinaison finalement du H et de cette entropie de configuration qui augmente quand on est sous stoichiométrie à très haute température, qui explique qu'on a un minimum du G, de l'enthalpie libre, à haute température, qui se situe plutôt à 1,9 plutôt qu'à 2. Donc, ça nous a permis d'expliquer que là où, en fait, quand on mélange le dioxyde d'uranium et le dioxyde de plutonium, on a un phénomène de stabilisation de la solution solide et de l'oxyde mixte pour des stoichiométries en oxygène inférieures à 2, donc vers 1,9. Et donc, c'est logique que, comme l'oxyde il est plus stable à cette stoichiométrie en oxygène, du coup, on a une température de fusion qui est plus élevée pour ces stoichiométries. Donc, on a réussi à expliquer finalement cette évolution de la congruence de melting. Alors, donc après, ici, en fait, comme on l'a vu, il y a beaucoup de matériaux différents dans le réacteur. Il y a le gainage métallique, il y a les produits de fission. Donc, on a besoin d'une base de données CALPHAD avec beaucoup d'éléments. Donc, depuis 2013, on travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet TAFID. C'est un projet qui est coordonné par l'OCDE. Ça s'appelle Thermodynamics Advanced Fuels International Database. Donc, l'objectif, c'est de développer une base de données CALPHAD pour les matériaux combustibles. Donc, on a de nombreux éléments, hein, on a 43 éléments chimiques, vous avez la liste. Au centre, c'est les systèmes binaires qui sont modélisés, donc il y en a 247. Et à droite, c'est les systèmes ternaires, donc il y en a 114. Donc, on a beaucoup de systèmes qui sont modélisés. Sur la carte, en bas à gauche, vous avez les différents instituts au niveau international qui sont impliqués dans ce projet de l'OCDE.
Et donc, à l'aide de la base de données, ben, on peut effectuer des calculs sur des combustibles oxydes, bien sûr, mais aussi métalliques, parce qu'on a des collègues qui sont intéressés par les combustibles métalliques. Carbure, nitrure, on commence à s'intéresser aussi à ces combustibles-là, avec des produits de fission et en interaction donc avec différents matériaux de structure, l'acier évidemment, mais aussi le zirconium, le carbure de silicium, le béton, l'absorbant neutronique, B4C, etc. Donc, je vais présenter un peu des exemples de ce qu'on peut faire en parlant de l'influence de la présence des produits de fission sur le comportement du MOX. Donc, je vous ai parlé du fait que le combustible MOX, donc mixte d'uranium et de plutonium, ben, avec le temps, donc il y a une teneur en produits de fission qui va augmenter avec le temps dans le combustible. Et ça, ben, on va voir que ça a une influence sur les propriétés thermodynamiques. Donc, à gauche, j'ai calculé avec la base de données le potentiel d'oxygène en fonction de la température, donc avec la TAFID, en considérant 14 produits de fission. Les points noirs, ce sont des mesures qui ont été mesurées donc, par FEM, donc des méthodes électrochimiques. Donc, c'est le combustible sans produit de fission, donc, ce qu'on appelle le combustible frais, donc qui avait une stoichiométrie initiale en oxygène de 1,98 et 20% de plutonium. Et après, il y a 3 courbes qui correspondent en gros à, c'est des taux de combustion, on va dire, c'est 3 teneurs croissantes en produits de fission, 3,8, 7 et 11,2. Et donc, il y a eu des mesures de potentiel d'oxygène. On voit que pour le 3,8, on a un très bon accord entre nos calculs et les manips. Et pour les autres teneurs plus élevées, on a un peu une surestimation avec la TAFID par rapport aux données expérimentales, mais les écarts ne sont pas non plus énormes. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand on augmente la teneur en produits de fission, donc avec le temps dans le combustible, le potentiel d'oxygène du combustible augmente. Et ça, si on regarde au centre, j'ai calculé le rapport oxygène sur métal, donc de la matrice. Alors, en fait, dans la matrice MOX, il y a certains produits de fission qui vont se dissoudre, notamment les lanthanides, le cérium, le lanthane, le gadolinium, le néodyne. Et ce qu'on voit, c'est que à mesure qu'on augmente donc, la teneur en produits de fission, quand on passe de 3,8 à 7 et 11,2, on voit que la stoichiométrie en oxygène, elle augmente. Et donc ça, c'est cohérent avec l'évolution du potentiel d'oxygène. Ça veut dire qu'en fait, quand les produits de fission se forment dans le combustible, ben, globalement, on a une oxydation du combustible. On a sa stoichiométrie en oxygène qui augmente. Et ça, c'est lié, alors ça, c'est un phénomène important parce que si la stoichiométrie en oxygène de la matrice augmente, si son potentiel d'oxygène augmente, ça veut dire qu'on peut avoir des risques de corrosion de la gaine qui est autour. Donc, c'est important de le considérer. Et en fait, cette oxydation de la matrice, en fait, elle s'explique par la dissolution des lanthanides, des 3+. Donc, ici, on a le modèle en sous-réseau. On a des 3+. Parce que quand on dissout des 3+ dans ce sous-réseau, et bien du coup, on a l'uranium 4+ qui va s'oxyder en uranium 5+, le plutonium 3+ qui va s'oxyder en plutonium 4+, et le cérium en cérium 4+, par compensation de charge, en fait. Donc, globalement, c'est vraiment cette dissolution des produits de fission dans la matrice, c'est un phénomène d'oxydation de la matrice. Et donc, avec le temps, on va avoir une stoichiométrie en oxygène du combustible qui va augmenter. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que la stoichiométrie en oxygène initiale du combustible MOX, elle est optimisée. On part pas de 2, comme dans un combustible UO2. On part d'une stoichiométrie initiale qui est relativement basse, entre 1,96 et 1,98, pour éviter les phénomènes de corrosion. Parce que si on partait de 2, ben, on finirait avec un MOX qui serait très oxydé en 2+X et on aurait des problèmes de corrosion de la gaine. Alors, maintenant, je vais passer à une autre application au niveau calcul et en même temps parler un petit peu des interactions entre les matériaux. Donc, sur les accidents graves dans des réacteurs à eau pressurisée. C'est-à-dire quand on a un combustible qui est du dioxyde d'uranium, hein, on n'a plus le plutonium cette fois-ci, des gaines en zircaloï et une enceinte en acier. Alors, en fait, dans le cas d'un accident grave,
Donc, la température de ces matériaux va fortement augmenter et on va avoir une fusion partielle ou totale du cœur, donc de ces matériaux. Et on va former ce qu'on appelle le corium. Donc, le corium, ben, c'est le mélange de ces matériaux fondus une fois qu'ils ont réagi entre eux. Donc, il y a de l'UO2, du zirconium plus ou moins oxydé. Donc, on a aussi de la zircone, de l'acier, on a l'absorbant neutronique et du B4C. Donc, on a un mélange très complexe. Et en fait, quand ça fond, ce corium, en fait, il va venir se stratifier en fond de cuve et il va former des couches. Et il va former des couches de liquide métallique et de liquide oxyde. Et en fait, selon les densités, selon les scénarios des accidents et selon les densités notamment de la phase liquide métallique et oxyde, on va avoir plusieurs configurations possibles. On peut avoir une phase liquide oxyde en dessous, donc c'est ce qui est à gauche, ou alors on peut l'avoir au-dessus. Et donc une phase liquide métallique dense plutôt en bas ou plutôt en haut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est étudié par les collègues de Cadarache, parce que le risque après, c'est que on risque de percer la cuve à l'interface entre le liquide métallique qui est en haut et la cuve. Et si on perce la cuve, bah, après le corium, il va percer la cuve et il va venir s'étaler sur le béton qu'il y a en dessous de la cuve. Donc, c'est des phénomènes qui sont importants à étudier et qui s'appellent le focusing effect, c'est-à-dire que ça va percer là où le flux de chaleur sera le plus élevé. Et aussi, un truc qui est très important lors d'un accident, bah, c'est le relâchement possible de produits radioactifs dans l'environnement et donc on va en parler. Donc là, on peut faire des calculs. Et alors, le système de base, ben, pour étudier l'interaction entre le combustible UO2 et le zirconium, c'est le système uranium-oxygène-zirconium que l'on a étudié depuis longtemps au laboratoire. Et donc, en haut, vous avez 3 diagrammes calculés. Donc, c'est des modèles qui ont été développés au laboratoire, notamment dans la thèse d'Andrea Coeni, avec une comparaison avec des données expérimentales. Donc, il y a quand même pas mal de données sur ces systèmes. On en a mesuré aussi au laboratoire. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 2000 degrés C, en haut à gauche, si on regarde l'interaction entre UO2 et zirconium sur la ligne, on va se retrouver dans un domaine biphasé où on a formation d'un oxyde mixte UZRO2 en équilibre avec une phase liquide qui est plutôt métallique. Donc effectivement, quand on fait des essais, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui va se produire quand on aura un accident en fait, hein. Et si on monte plus haut en température, donc au centre, si on est dans la région où il y a ma souris, là où c'est marqué liquide 1 plus liquide 2, ben, à plus haute température, en fait, on va se retrouver dans la fameuse lacune de miscibilité à l'état liquide dont j'ai parlé depuis le début, où on va avoir 2 phases liquides, une phase liquide plutôt métallique et une phase plutôt liquide oxyde, 2 phases liquides qui sont non miscibles et qui vont être en équilibre. Et c'est ce qu'on trouve aussi encore à plus haute température. Et donc ça, on l'a étudié expérimentalement. Donc, au centre, ça a été étudié dans la thèse d'Andrea, où en fait, il y a eu des essais dans des creusets tungstène, et on voit 2 régions, en fait, hein, une sorte de 2 couches. Il y a une couche en haut qui correspond au liquide oxyde, une couche en bas qui correspond au liquide métallique, et on refroidit le plus rapidement possible, et chaque liquide va suivre son chemin de solidification. Et donc, on a 2 microstructures différentes dans ces 2 zones. Et on a même par endroits des gouttes de liquide oxyde qui ont été figées lors du refroidissement. À droite, ça c'est quelque chose que j'ai étudié en 98, donc ça date, hein. Et cette fois-ci, c'était du chauffage par bombardement électronique. Donc on est monté à très très haute température, on a trempé très rapidement et on voit qu'on a des gouttelettes sphériques, parfaitement sphériques, de liquide oxyde, ici, qui correspond au diagramme à cette composition-là, dans une matrice qui correspond au liquide métallique, qui correspond à ce point-là. Et donc, chaque phase liquide s'est refroidie de façon indépendante lors du refroidissement rapide. Et donc, en mesurant les compositions globales de ces 2 phases liquides, on a pu mettre des points sur le diagramme de phase ici. Ça, c'est ce qu'a fait Andrea et ça, c'est ce que j'avais fait il y a longtemps. Donc, ça a été étudié aussi dans le quaternaire. Donc, si on rajoute le fer, en fait, donc l'acier de la cuve, hein, donc c'est système quaternaire. Donc, à gauche, par bombardement électronique, donc en 98,
Donc ça, c'est le schéma de la manip, hein, donc avec un faisceau d'électrons. Donc on a pu fondre le lingot ici. Et ce qu'on voit sur cette micrographie, c'est qu'on avait clairement, on avait une phase en surface, on avait une couche de liquide oxyde, et puis en dessous, un liquide métallique. Donc on voit bien deux microstructures complètement différentes. Et en fait, les deux couches, il y a eu une décohésion à l'interface au refroidissement. Et dans la couche de liquide métallique, on voit qu'on a des gouttelettes parfaitement sphériques de liquide oxyde. Donc il y a eu des perturbations, des turbulences au niveau de l'interface qui font que dans le liquide métallique, il y avait quelques gouttelettes de liquide oxyde, comme ce qu'avait vu aussi Andrea dans ses essais. Et donc, plus récemment, il y a eu la thèse d'Alan Brunel au laboratoire, où là, il a utilisé en fait un four à arc qu'on a au labo, qu'il a équipé d'un pyromètre. Donc, le four à arc, ça permet aussi de monter à très, très haute température, hein, parce que à gauche, là, on est monté à peu près à 3000 Kelvin. Hein. Donc, le four à arc, on peut aussi monter très, très haut. Et là aussi, en fait, dans ces échantillons, il a pu mettre en évidence des régions métalliques et des régions plutôt oxydes, hein, qui correspondent aux deux liquides. Il a étudié plein de compositions. Et donc, on a pu mieux caractériser cette lacune de miscibilité à l'état liquide, qui est prise en compte après dans les codes d'accidents graves. Donc, c'est quand même des études qui sont importantes et qui ont vraiment une application importante. Et ce qu'on a vu avec ces études-là, c'est que le fer, bah, il va aller dans la phase liquide métallique. Il ne va pas du tout dans la phase liquide oxyde. Donc, voilà pour la lacune de miscibilité. Aussi, donc, un autre phénomène donc, qui se produit en cas d'accident grave, comme je l'ai dit, c'est le relâchement des produits de fission, donc notamment les volatiles. Et donc là, il y a eu des études qui ont été faites donc, sur un combustible UO2 irradié. Donc, il y a la formation des produits de fission, donc l'accumulation des produits de fission avec le temps. En cas d'accident grave, la température monte très haut. On a cette interaction combustible-gaine dont on a parlé précédemment. Et on a aussi donc potentiellement un relâchement des produits de fission, donc surtout les volatiles. On appelle ça le terme source, et c'est ça qui va ensuite générer de la contamination. Donc c'est très important à étudier. Et donc là, mes collègues de Cadarache, ils ont fait toute une série d'essais qui sont très importants. Donc ici, c'est très intéressant. Ici, c'est l'essai Verdon 1, où en fait, ils ont fait des traitements thermiques pour simuler un accident grave. Donc, ils sont montés jusqu'à 2600 degrés Celsius. Donc, ça a été fait à Cadarache. Ils ont fait ça sur un tronçon de crayon d'IO2 irradié avec sa gaine autour. Donc, il y a une radiographie là en haut à droite. Et donc, dans le traitement thermique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le profil de la température en fonction du temps. En fait, ils ont testé différentes conditions dans l'atmosphère. Donc, le stade 2, ben, c'est plutôt des conditions oxydantes. Donc, ils ont mis un mélange H2O, H2 pour être oxydant. Ensuite, un stage plutôt réducteur. Et puis, en 4, c'était juste de l'hélium. Donc, ça a permis finalement de montrer l'influence de l'atmosphère, du potentiel d'oxygène sur le relâchement. Le relâchement, il a été mesuré, donc en bas à droite, pour le xénon, pour l'iode, pour le césium, pour le molybdène, le barium, le tellure, le zirconium. Et on voit qu'en fonction du temps et de la température, on a des comportements assez différents selon les produits de fission. Et donc, c'est quelque chose, bien sûr, que mes collègues étudient et simulent. Donc, dans un premier temps, donc avec un postdoc, Ernesto, on a fait des calculs thermodynamiques avec la TAF-ID. Donc, il a fait des calculs de la spéciation des produits de fission dans la phase gazeuse. Et donc, ici, on a, sur ce graphe en haut à gauche, on a la fraction des différents éléments dans la phase gazeuse en fonction de la température et dans les différents stades 2 et stade 3, donc en conditions oxydantes et en conditions réductrices. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'en conditions oxydantes, enfin, on a l'iode et le césium, c'est les produits de fission les plus volatiles. Donc, on voit ils sont relâchés très vite et plutôt à des températures vraiment modérées. Par contre, le molybdène, on voit que il est relâché fortement en conditions oxydantes. Et puis, quand on passe à des conditions réductrices, son relâchement s'arrête. Et puis ensuite, son relâchement reprend à très haute température.
Et on voit que le baryum, ben, il est relâché, mais à haute température, au-dessus de 1700 degrés C. Eh bien, en fait, ça reproduit enfin, très bien qualitativement ce qui est observé sur la figure d'avant, c'est-à-dire que la thermochimie, en fait, elle contrôle la spéciation des produits de fission en phase gazeuse et ça dépend bien sûr de l'atmosphère qui est plus ou moins oxydante ou réductrice. Donc, ça explique bien qualitativement le comportement des produits de fission. Par contre, comme on fait une hypothèse qu'on est à l'équilibre thermodynamique, ben, on a une surestimation du relâchement. Alors, en fait, le relâchement, on le calcule par les pressions partielles, hein, le calcul des pressions partielles, donc avec la TAFID. Aussi, ce qui a permis d'expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la dégradation du combustible. Donc ici, on a une micrographie du tronçon de combustible après l'essai. Donc la gaine, ben, elle a disparu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le zirconium, ben, il a fondu. Et ensuite, il est venu pénétrer au niveau des fissures. Il a interagi avec l'UO2 pour former du UZRO2 solide qui ensuite est devenu liquide. Et donc, toutes les zones blanches, en fait, c'est du liquide. Et le reste, c'est resté solide. Et en fait, quand on reporte la composition du liquide et la composition du solide sur le diagramme de phase qu'on a calculé avec la TAFID, bah c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'on a bien un solide UZRO2 ici, qui se forme à cette température-là et qui est en équilibre avec une phase liquide. Et on voit que la composition calculée est quand même assez proche de la composition expérimentale sur ce diagramme de phase. Donc, finalement, les calculs ont permis d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et donc la formation, puis la fusion du UZRO2-X suite à la pénétration du zirconium liquide dans les fissures, le zirconium qui vient de la gaine. Maintenant, si on calcule la température de liquidus avec la TAFID, on trouve 2611 degrés Celsius. Ça veut dire que l'échantillon, il aurait dû être complètement fondu, ce qui n'est pas le cas. Donc, on explique la dégradation, mais là aussi, bien sûr, dans l'essai, on n'a pas atteint l'équilibre thermodynamique. Il y a l'influence de la cinétique. Donc, on a du liquide qui est présent uniquement dans les fissures. Alors, donc, il y a mes collègues à Cadarache, en fait, font des simulations qui sont plus réalistes, c'est-à-dire ils utilisent la thermochimie et puis ensuite ils rajoutent la cinétique. Et donc, j'ai des collègues qui, pour la simulation du relâchement des produits de fusion, donc c'est un thésard qui s'appelle Alan Germain et puis mon collègue Jérôme Sercombe, qui a fait un couplage des calculs thermodynamiques OpenCalFat TAFID avec un modèle de cinétique de relâchement du gaz. Et donc, avec ce modèle, où en fait, il va considérer un modèle de diffusion dans un grain sphérique, et il va considérer que quand l'espèce arrive au joint de grain, elle est tout de suite relâchée. Et donc, il va utiliser le terme source des produits de fission, c'est calculé par le modèle thermodynamique. Et il y a des coefficients de diffusion. Et donc, quand ils utilisent ce modèle, ben, ils ont un très, très bon accord avec les données expérimentales. Donc ça, c'est à gauche, là, c'est la fraction de molybdène qui est relâchée. Donc les points expérimentaux, c'est les croix noires. Et après, il a deux modèles différents de diffusion, celui qui est en bleu et celui qui est en noir. Mais on voit que, bah, en tout cas, celui qui est en noir fonctionne très, très bien. Et avec ça, on a aussi toute la spéciation du molybdène. Donc, en haut, on a le molybdène, la distribution du molybdène dans les phases condensées. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de phases différentes. À la fois, le molybdène il est présent dans des phases métalliques et dans des phases oxydes, notamment le CS2MO4 ou le BaMO4 des molybdates. Et puis, dans la phase gazeuse, on voit que quand on est dans des conditions oxydantes, on a du CS2MO4 sous forme gazeuse, donc c'est le vert, et c'est ça qui explique qu'on a du relâchement du molybdène quand on est oxydant. On a du CS2MO4 qui se forme, et aussi des oxydes de molybdène. Et quand on passe à des conditions réductrices, ben, on n'a plus de CS2MO4 dans le gaz, et donc le relâchement du gaz est stoppé, et il reprend après à plus haute température. Donc, on voit que ces calculs thermodynamiques qui permettent quand même de reproduire la spéciation complexe des produits de fission en phase gazeuse
Et grâce au couplage avec un modèle cinétique, après, on a un très bon accord de la cinétique de relâchement pour l'iode, le tellure, le césium, le molybdène et le barium. Donc en conclusion, j'ai été très longue, je suis désolée. Donc je dirais que la modélisation thermodynamique, c'est vraiment indispensable, donc pour prédire le comportement haute température de ces matériaux combustibles qui sont quand même complexes avec beaucoup d'éléments chimiques. C'est utilisé à la fois, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais pour l'optimisation des conditions de fabrication, le comportement en réacteur, les conditions accidents graves, et donc il y a un couplage avec des codes multiphysiques de diffusion, de phase field, de thermohydraulique. Voilà, et aussi on utilise des données qui sont calculées par DFT pour alimenter nos modèles. Mais très important, on a quand même besoin de valider les bases de données, les calculs en faisant des manips. Et donc là, c'est pour indiquer que dans notre laboratoire, on a le banc Attila, qui est un banc de chauffage laser, où on peut faire des manips en uranium. Donc c'est important. Et puis à Cadarache, il y a le banc Viti, qui est un banc aussi où on peut faire des mesures. Et cette fois-ci, c'est du chauffage à induction. Donc important de continuer à faire des manips et sur des montages qui sont bien spécifiques. Et juste pour terminer, pour dire que maintenant, on a beaucoup étudié donc, ces combustibles oxydes et que maintenant, on étudie des combustibles qui sont très, très, très différents. Donc, c'est dans le cadre du développement des réacteurs à sel fondu, on étudie des combustibles liquides qui sont des sels fondus. Et donc là, on a aussi des collaborations au niveau européen avec des partenaires pour développer une base de données sur la thermochimie des sels chlorures avec les produits de fission et aussi pour étudier la corrosion. Et je vous remercie pour votre attention. Vraiment désolée, je n'avais pas regardé le temps. J'ai complètement écouté le temps. Merci beaucoup, Christine, pour cette très belle présentation et vraiment très pédagogique. Donc, il reste quelques minutes pour des questions. Alors, je ne vois pas dans le chat. Voilà, si quelqu'un a quelques questions, on a encore un tout petit peu de temps. Bénédicte, j'ai l'impression qu'il a levé sa main. Alors, tiens, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci Christine pour la présentation. Moi, j'ai une question sur les calculs que tu as fait sur Verdon ou que quelqu'un a fait sur Verdon. Comment, enfin, pour faire un équilibre thermodynamique, il faut un nombre de moles et comment on prend en compte l'atmosphère? Parce que tu as ton crayon, tu as la gaine et il y a l'atmosphère, donc H2O, voilà. Enfin, Eh bien, en fait, c'est Ernesto qui a fait les calculs quand il était en postdoc avec moi. Il a calculé le nombre de moles qu'il y avait dans le combustible à partir du volume oui, oui. de la pastille, de la gaine. Et puis, pour l'atmosphère, il a aussi calculé le nombre de moles qu'il y avait en considérant le flux de gaz en fonction du temps et la composition du gaz. Donc, il est vraiment parti de ce qu'a vu, de ce que l'échantillon a vu comme phase gazeuse autour. Alors, c'est un calcul, je dirais que pour moi, c'est la seule chose qu'on peut faire quand on fait un calcul thermodynamique, parce que bien sûr, quand on étudie des équilibres comme ça entre des échantillons et une phase gazeuse, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait jamais en fait quelle est la fraction de phase gazeuse qui va réagir avec l'échantillon. Bien sûr qu'il y a plein de Oui. cas où l'échantillon ne va pas réagir avec tout le volume de gaz qu'il y a autour. Mais en l'occurrence, là, il a fait ce calcul qui a bien marché, comme je l'ai dit, au niveau qualitatif, c'est-à-dire que c'est un calcul qui va tendance à surestimer les relâchements de gaz, parce qu'on considère qu'on a l'équilibre thermodynamique. Et donc, quand on fait le calcul, on a un équilibre entre les phases condensées et la phase gazeuse. Et donc, on a des PF qui passent dans la phase gazeuse. Et donc, on arrive D'accord. à Donc, en calculer. fait, tu as pris tout le, comme s'il voyait toute la phase gazeuse, quoi, Ouais, toute la on a phase pris gazeuse qui passe. on a pris tout D'accord. l'inventaire en fait. Et ça OK. marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, Oui, oui, j'ai c'était ça vu. là. Ouais, Et après, tu dis que ça surestime, c'est ouais. forcément, enfin, c'est le Oui, forcément qui me... Parce qu'en fait, si. ça ne voit pas tout, c'est ça? C'est logique parce qu'en fait, il y a une certaine cinétique. C'est-à-dire que Oui, le relâchement, ça va être des phénomènes, tu vois, pour que ce soit relâché, en fait, ce qui va se passer, c'est que le PF qui est dans le combustible, oui. il Il va faut qu'il falloir qu'il migre. sorte, qu'il aille jusqu'au joint de grain. Oui, Si le d'accord. joint de grain, il faut qu'il aille jusqu'à la surface de la pastille pour sortir, etc. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui sont complexes.
et qui ne sont pas pris en compte dans le modèle thermodynamique. Donc, c'est pour ça que Ouais, c'est normal d'accord. qu'on surestime. Oui, c'est pas obligé du coup. Et pour Ok. la fusion, c'est pareil. Et donc, j'ai mon collègue Clément Introini, je ne sais pas s'il est là, mais il n'était pas là, mais lui, il fait du phase field. Et donc, avec du phase field, en couplage avec les modèles thermaux qu'on a développés, bah là, il peut tenir compte du coup de la cinétique, de formation d'une phase liquide, par exemple. Mm. Ok. Merci. Il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Alors, moi, j'ai une petite question sur la simulation. Dans les verres, on simule souvent le plutonium par le cérium parce que justement, il a 2 degrés d'oxydation. Est-ce que dans certains cas, vous arrivez à simuler le plutonium pour certaines études par le cérium dans les combustibles? Ou est-ce que c'est vraiment trop complexe et du coup, les mécanismes ne sont pas bien révélés? Ben, c'est vrai que souvent, même dans nos études, alors au CEA ou à Karlsruhe, on a la chance de pouvoir faire des études en PU. Donc, souvent, on préfère prendre le PU, mais c'est vrai que pour les collègues qui sont au CNRS ou à l'université, qui ne peuvent pas manipuler des éléments radioactifs, souvent, on prend le cérium. C'est vrai que si tu regardes le système cérium-oxygène, le diagramme de phase, il est assez proche, assez similaire du diagramme de phase plutonium-oxygène. Ceci dit, on s'est quand même rendu compte que pour certaines propriétés, ce n'était pas complètement équivalent. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare le potentiel d'oxygène de l'oxyde de cérium par rapport au potentiel d'oxygène de l'oxyde de plutonium, on n'a pas le même potentiel d'oxygène. Et donc, si on n'a pas le même potentiel d'oxygène, ben, on ne va pas avoir exactement la même réactivité avec l'atmosphère. Donc, il faut quand même se méfier. Euh, voilà. Mais je pense que quand même, pour moi, c'est l'élément qui est le plus proche du plutonium si on cherche un surrogate. Ouais. Ouais, Et ouais. concernant la TAF-ID, du coup, quelles sont les perspectives? Comment sont choisis? Ah, je vois Charles-André, je te donne la parole juste après. Comment sont choisies les perspectives en fait? Enfin, s'il y a un comité en fait, Oui, il y a un comité, il y a ce qu'on appelle un programme review group, où en fait on a des représentants des différents pays. Donc moi, je suis chair du projet. Il y a la personne qui coordonne le projet au niveau de l'OCDE. Et donc, il y a un groupe avec donc, des représentants de tous les instituts et des différents pays. Et donc, on se met d'accord tous les ans sur le programme, c'est-à-dire sur ce qu'on va rajouter comme modèle pour les systèmes binaires et ternaires d'une année à l'autre. En fait, on a une nouvelle version qui sort tous les 6 mois. Et le fonctionnement, c'est qu'on a une consultante qui s'appelle Lina Quellqvist, qui est suédoise, elle développe des modèles. Donc, on la finance, en fait, dans le cadre du projet pour rajouter des modèles sur les binaires et les ternaires. Et puis, nous, au CEA, on contribue beaucoup aussi sur ces modèles qui sont introduits dans la base de données. Et donc, ben, on se met d'accord, en fait. Donc, en fonction des besoins des uns et des autres sur les différents types de combustibles et de systèmes, on fabrique une feuille de route sur plusieurs années ensemble. ok, merci. Charles-André, du coup, je vois que tu as une question. On t'écoute. Merci beaucoup. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Alors, si le séminaire était très clair, j'ai quand même une question. Je n'ai pas bien compris comment sur le transparent, je crois que c'est le transparent 19, tu nous mets voilà 3,8% de produits de fission. Et comment à partir de là, tu en déduis quels sont les produits de fission présents? Est-ce que c'est 3%, 3,8% en masse et puis bon, tu fais un équilibre thermodynamique en disant bah, tous ces éléments chimiques sont présents et donc ça me donne la masse de chacun des produits de fission présents? Comment tu fais? En fait, le 3,8, 7 et 11,2, ce n'est pas la teneur en produit de fission, mais c'est proportionnel. C'est ce qu'on appelle le taux de combustion. Donc, le taux de combustion, en gros, c'est le pourcentage de fission, en fait, qu'il y a, par exemple, à partir de l'uranium ou du plutonium. Et c'est proportionnel à la concentration en produit de fission. Et la concentration en produit de fission, en fait, elle est donnée par les calculs de neutronique. C'est-à-dire que les neutrons, quand ils vont interagir avec la matière fissile, il y a ce qu'on appelle des sections efficaces
pour chaque élément chimique. Et c'est des calculs de neutronique, hein. C'est nos collègues neutroniciens qui ont développé des codes là-dessus. Il y a des bases de données avec les sessions efficaces de tous les éléments chimiques. Et donc, les neutroniciens, ils peuvent nous donner les concentrations en produits de fission en fonction du temps. Et le taux de Donc, combustion, c'est un truc qui est représentatif de la moyenne, en fait, du taux de fission qu'il y a eu dans le combustible. C'est en atomes pour cent. Mais ce n'est pas directement la concentration en produit de fission, en fait. Je dis ça parce que je voulais simplifier, mais Oui, En oui. général, c'est C'est par bien. tonne de métal lourd initial et par ouais, c'est ça. kilogramme de produit de fission. Ouais. C'est à peu près ça. Et alors, peut-être encore une petite dernière question sur le transparent 12. Tu nous mets des courbes mesurées de température en fonction du temps sur du Ouais. plutonium pur. Ouais. Et les courbes noires et rouges, bon, elles sont quasiment, enfin, bleu et rouge sont quasiment superposées, mais la courbe verte, elle est très différente, Ouais. comme si on avait un alliage finalement, plus un corps pur. Est-ce qu'il y a une explication pour cette courbe? Et je peux pas trop te dire, mais en tout cas, ce qu'on voit sur la légende, c'est que tu as vu, la puissance n'est pas la même. C'est-à-dire que la courbe verte, elle correspond à une puissance qui est un peu en dessous, donc qui est à 630 watts. Donc, d'ailleurs, on voit que le maximum de la température, enfin, en tout cas, bon, ça ne va pas forcément expliquer que la courbe de refroidissement soit différente, mais en tout cas, la température était un peu plus basse. Maintenant, là, je ne peux pas te dire parce que ce n'est pas moi qui fais ces essais, hein, c'est les collègues de Karlsruhe. Effectivement, le palier est moins marqué. Alors, est-ce que c'est parce que on s'est écarté de la composition congruente, tu vois, peut-être qu'on n'est plus parfaitement congruent en fait, parce que la composition en oxygène peut-être a un petit peu évolué. Ça pourrait être une explication, mais je ne peux pas vraiment te dire, hein. Mais Ou alors c'est on n'a pas attendu que tout soit complètement fondu malgré la température nettement au-dessus du liquide, peut-être, ouais. on prend pour solide. Ouais, c'est Ah, possible. Mais parfois, enfin, même nous les au cas, c'est laboratoire, hein, des fois, on a effectivement des courbes où les arrêts thermiques sont pas bien marqués, quoi. Ça dépend des conditions. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, merci à tous. Désolée d'avoir été trop longue, hein. Bon, bah, écoute, on a 9 minutes de retard, ça va, c'est J'étais en pas... dessous de 45 minutes à la répétition, donc. On se revoit le 15 mai avec Annie Anthony, donc Ah on oui. fera des microstructures de solidification pour donc reconstituer les chemins de solidification. Voilà, Ah c'est bah, c'est intéressant, ça. du webinaire, du prochain webinaire. Voilà, donc merci à tous et puis à bientôt. Très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.